Bonjour et bienvenue dans notre journal hebdomadaire Asie à la Une. Je m'appelle Dorothée Le Renard et voici tout de suite les principaux titres de notre émission. Hong Kong, protestation à la commémoration de la sécession. Le FBI accuse un informaticien de vol de secrets commerciaux. Un livre dénonce les prélèvements forcés d'organes en Chine. Vendredi dernier était célébré le 14e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Comme chaque année, un grand défilé pour la démocratie a marqué cette journée commémorative. Les citoyens en colère déplorent l'augmentation des prix dans l'immobilier et la perte de vitesse de la démocratie. Voyons ce reportage. Des dizaines de milliers de résidents de Hong Kong ont manifesté vendredi à travers le quartier des affaires de l'agglomération afin de réclamer une plus grande démocratie. Il y a 14 ans, le 1er juillet, l'ancienne colonie britannique a été cédée au régime communiste chinois au pouvoir. Depuis cette date, les résidents de Hong Kong organisent chaque année des parades pour la démocratie. Maintenant, Hong Kong vit comme une région semi-autonome de la Chine. Bien que certaines élections s'y déroulent, les habitants de la région manquent de liberté de vote pour leurs dirigeants. La parade 2011 était politiquement l'une des plus dures de ces dernières années, du fait d'une insatisfaction croissante de la hausse des prix des propriétés et des limitations de la démocratie. Les organisateurs appellent Donald Tsang, chef de l'exécutif du territoire, à démissionner. Les citoyens expriment aussi leur insatisfaction envers le régime chinois pour ne pas avoir autorisé plus d'autonomie dans la région. Le gouvernement de Hong Kong veut supprimer des élections à l'Assemblée et beaucoup soupçonnent l'influence du Parti communiste chinois. Le Parti communiste est trop ignoble. Ils ont accompli trop de mauvaises choses. À Hong Kong, étape par étape, ils tentent de promulguer leurs lois perverses. Nous nous y opposons résolument. Si nous ne sortons pas, ils resteront vigilants et nous n'aurons pas de liberté. Certains touristes du continent montrent qu'ils apprécient l'esprit de démocratie des résidents de Hong Kong. J'espère que Hong Kong pourra persister jusqu'à la fin, apporter cette atmosphère de démocratie en Chine continentale et laisser tous les Chinois apprécier ces libertés démocratiques. Seulement alors, la Chine aura de l'espoir. Mais cet esprit a été remarqué par le régime de Pékin. La veille de la parade, l'armée de libération du peuple, la marine et les forces aériennes ont mené ce qu'ils ont appelé un exercice de formation, avec des véhicules blindés descendant les rues de Kowloon. Cela a rappelé les images du massacre de la place Tiananmen de 1989, laissant les résidents de Hong Kong soupçonneux. À Hong Kong, effectuer un exercice antiterroriste ne vise évidemment pas les terroristes. Il vise le peuple de Hong Kong, en particulier lorsqu'ils ont une parade pour la démocratie le lendemain. Je pense que le régime communiste intimide le peuple de Hong Kong. Mais c'est inutile. Vous ne pouvez effrayer les Hongkongais. Cela pourrait avoir l'effet opposé. Le peuple de Hong Kong s'y opposera véritablement. Les organisateurs ont affirmé que plus de 200 000 personnes ont protesté cette année, alors que la police estime le chiffre à 50 000. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, Donald Tsang, a publié vendredi soir un communiqué s'adressant aux manifestants. Je cite : « Le gouvernement attache une grande importance au point de vue du public et continuera d'écouter de manière humble pour mieux s'atteler aux besoins du peuple. » La police aurait arrêté près de 200 personnes ayant refusé de quitter tôt dans la matinée de samedi le quartier central des affaires. En Chine continentale, plusieurs dissidents chinois comme Hu Jia, militants pour les droits des malades du sida, ont été récemment libérés de prison. Bien que leur peine ait été officiellement purgée, beaucoup d'entre eux sont constamment suivis par la police ou assignés en résidence surveillée en dehors de toute procédure légale. Vous pensez peut-être qu'en sortant de prison, vous êtes libre. Pour certains dissidents chinois, même après avoir purgé leur peine, la vie à l'extérieur peut être aussi restreinte que s'ils étaient derrière les barreaux. Le militant contre le sida Hu Jia a été libéré de prison le 26 juin. Il a purgé une peine de 3 ans et demi pour incitation à la subversion. Pourtant, aujourd'hui, la police surveille son domicile et il est restreint dans ses mouvements. La condamnation de Hu inclut une interdiction de parler aux médias ou d'assister à des rassemblements publics pendant 12 mois après sa libération. Mais les autorités sont allées plus loin en imposant une véritable résidence surveillée. Ce n'est pas comme une certaine procédure qui, en vertu du droit chinois, basé sur tel ou tel article, une personne est soumise à résidence surveillée pour une période indéfinie. C'est le type de détention arbitraire et indéterminée qui peut s'appliquer ou non. Cette assignation à résidence va parfois plus loin et se transforme par de la violence. Le militant aveugle Chen Guangchun
est devenu un héros local dans la province de Shandong. Il avait défendu les victimes d'avortements forcés suite à la politique chinoise d'enfants uniques. Pourtant, Chen a été mis en prison suite à ce que beaucoup considèrent comme de fausses accusations. Depuis la libération de Chen en septembre 2010, il a été maintenu en résidence surveillée. En février, le groupe des droits américains Chanyed a publié cette vidéo montrant Chen et sa famille sous surveillance policière 24/24. Mais dans le cas de Chen, il n'est pas limité à la surveillance, déclare Bob Fu, président de Chanyed. À 2 reprises différentes, 40 à 80 Chinois responsables de la sécurité publique et des voyous embauchés par le gouvernement, dirigés par le secrétaire adjoint du parti du canton Shuangwu, ville de Liyi, dans la province du Shandong, ont fait irruption au domicile de Shen Guanshen. Il a été torturé pendant plus de 2 heures jusqu'à ce qu'il perde connaissance. By more than dozens of the Chinese thugs. It's also against the Chinese own law. I mean, the Chinese law actually even forbids torture and beating by the law enforcement officials. Malgré le traitement brutal par le régime chinois de Chen Guangchen ainsi que d'autres militants, Sarah Cook de Freedom House affirme que la pression internationale est toujours importante. S'il y a un mutisme international, si la communauté internationale ne prend pas la parole, alors il est beaucoup plus aisé pour que ces gens soient simplement enlevés et disparaissent. Mais dans certains cas, la pression internationale ne suffit pas. L'avocat des droits de l'homme Gao Xishan a disparu alors qu'il était en garde à vue. Gao avait déjà été détenu, torturé et mis en résidence surveillée après avoir commencé à défendre les pratiquants de Falun Gong persécutés. Il est toujours porté disparu, malgré les appels internationaux pour sa libération. Ben Hedges, NTD News. Un Américain d'origine chinoise a été arrêté par le FBI vendredi dernier et accusé de détournement de secrets commerciaux à Chicago. L'enquête devrait prouver qu'il a envoyé ses données commerciales en Chine. Plus d'explications dans ce reportage. Mercredi dernier, Yang Shunlai, âgé de 49 ans, a comparu en justice. Le FBI l'a accusé d'avoir piraté les secrets commerciaux à son ancien employeur, le groupe CME, qui gère les échanges de produits dérivés. Le FBI déclare que Yang a illégalement copié le code source protégé et d'autres informations de ses disques durs et qu'il s'apprêtait à les utiliser pour mettre en place un échange avec la Chine. Shen Lianqin, un ancien procureur de la province de Shenyang en Chine, pense que les activités présumées de Yang font partie de ce que le régime chinois appelle sa stratégie de front uni. Son but est d'amener ses ressortissants chinois d'outre-mer à servir l'intérêt du régime. Le régime attire ses responsables de la communauté chinoise pour influencer les pays occidentaux afin de réduire la pression sur le régime communiste. C'est l'une des principales raisons de ce développement des relations pro-communistes dans les pays occidentaux. Yang est le président de l'association des scientifiques et ingénieurs chinois basée à Chicago. Selon le journal d'État, le quotidien du peuple, en 2006, il a reçu à Pékin une formation conçue pour les dirigeants de la communauté chinoise d'outre-mer. En 2007, le citoyen naturalisé américain a déclaré dans une conférence à Pékin que le Parti communiste veut que les universitaires qui se trouvent à l'étranger, je cite, servent le pays, c'est-à-dire la Chine, en s'impliquant dans leur communauté. Selon le FBI, Yang a envoyé l'année dernière par courriel à un fonctionnaire de la Chine le code source de CME. On pense qu'il a investi dans une société à Hong Kong qui prévoit de mettre en place un marché futur avec la Chine. Le FBI a arrêté Yang à son bureau du CME vendredi dernier. Il avait auparavant réservé un billet à leur retour pour la Chine, avec un départ pour le 7 juillet. S'il est reconnu coupable de crime pour vol de secrets commerciaux, Yang pourrait faire face à une amende de 172 500 €, avec un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Rendons-nous maintenant à Taïwan où 2 défenseurs des droits de l'homme ont présenté leur ouvrage sur les prélèvements forcés d'organes en Chine continentale. David Kilgour et David Matas viennent de publier leur livre « Prélèvements meurtriers en chinois ». Selon eux, cette étude prouve que le régime chinois tue systématiquement les gens pour leurs organes. Plus de détails dans ce reportage. Les défenseurs des droits de l'homme canadiens, David Kilgour et David Matas, sont à Taïwan afin de susciter des prises de conscience concernant les prélèvements d'organes forcés qui ont lieu en Chine continentale. Leur livre « Prélèvements meurtriers, prélèvements d'organes de Falun Gong » a récemment été publié en chinois. Cette semaine, ils sont en tournée en Taïwan pour parler de leur livre.
Nous espérons qu'avec cette tournée de présentation du livre, nous puissions faire passer au peuple taïwanais ce message concernant les violations qui ont cours actuellement et tout ce qui peut être fait contre. Ce mardi, messieurs Matas et Kilgour ont rencontré les législateurs taïwanais à la Chambre législative pour parler de leurs conclusions. Ils ont exposé par des preuves indirectes que les pratiquants de Falun Gong ont été la cible de prélèvements d'organes forcés. Des médecins vont dans des camps, ils examinent les yeux des pratiquants de Falun Gong. Ils analysent leurs organes avec des appareils à ultrasons. Ce sont les seuls prisonniers de ces camps à subir un examen médical complet. En 2006, Matas et Kilgour ont commencé à enquêter sur des allégations affirmant que les pratiquants de Falun Gong en Chine étaient systématiquement tués pour leurs organes. Leurs organes étaient vendus à prix fort aux patients en attente de greffe. Ces allégations mettaient en évidence un nouvel aspect de la campagne d'éradication de la pratique spirituelle de Falun Gong par le régime chinois qui a débuté en 1999. Matas et Kilgour ont conclu qu'au travers de leurs investigations, ces crimes ont été mis à exécution. Depuis lors, ils éveillent les consciences concernant cette affaire. À Taïwan, Kilgour a poussé les autorités médicales à alerter les personnes qui pourraient envisager de se rendre en Chine pour des greffes d'organes. Vous pourriez tout du moins recommander à votre ministre de mettre en ligne sur le site web du ministère des Affaires étrangères que si des patients se rendent de Taïwan en Chine, il y a de fortes chances qu'ils obtiennent un rein ou un foie d'un pratiquant de Falun Gong, déclaré coupable d'aucun délit et qui, comme un forçat, subit sa peine dans un camp de travail. Matas et Kilgour ont été invités à parler dans les diverses universités de toute la Taïwan lors de leur 3e voyage dans cette île. En 2010, ils ont tous deux été nominés au prix Nobel de la paix pour leur enquête sur les prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong. Et à Taïwan toujours, dans la ville de Taipei, une exposition nous permet d'imaginer un peu mieux à quoi ressemblait la vie il y a 900 ans. Grâce à la technologie moderne, une ancienne peinture a été animée et nous donne à voir la vie prospère menée par les citoyens de la dynastie Song. Allons voir cela. La version électronique animée d'une peinture d'un paysage antique s'ouvre au public à Taïwan dans le cadre de l'expo Flora de Taipei. Le long de la rivière, lors du festival de Qingming, est une célèbre peinture chinoise datant de 900 ans. Reconnue pour son coup de pinceau délicat et ses détails vivants, la peinture dépeint les rues animées de la capitale de la dynastie des Song du Nord, Bianjing, au XIIe siècle. Avec l'aide de la technologie moderne, une version numérique animée de la peinture a été reproduite. L'original mesure 24,8 cm de hauteur sur 5,28 cm de long et a été agrandi plus de 30 fois. La version électronique, 6,30 m de haut et plus de 128 m de long, reproduit le portrait de plus de 1000 figures affairées dans la routine de leur vie quotidienne. Les visiteurs de Taipei pourront suivre du regard les scènes animées. Peut-être voyageront-ils dans le temps et vivront le mode de vie de la Chine antique. Lors de la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont déclaré espérer que des échanges culturels de la sorte aideront à réunir Taïwan et la Chine continentale. Je pense que non seulement cela aide à promouvoir les échanges des deux côtés du détroit en termes d'héritage et de culture historique, mais également aide à promouvoir les contacts et aide les gens du continent et du Taïwan à se rapprocher. Un visiteur de l'expo exprimant son intérêt. Les gens de Taïwan sont très intéressés par les choses venant du continent, et spécialement par le long de la rivière lors du festival de Qingming. Nous l'avons étudié dans nos manuels d'histoire. C'est très intéressant et significatif pour les gens d'aujourd'hui de pouvoir voir ici et de leurs propres yeux la vie des anciens. L'œuvre animée devrait attirer plus de 6000 visiteurs. Jusqu'à maintenant, plus de 1000 billets ont déjà été vendus. L'exposition de peinture numérique le long de la rivière lors du festival de Qingming se tiendra jusqu'au 4 septembre. Une heureuse nouvelle dans le monde des tigres blancs. Cet animal majestueux et rare, une portée de 5 tigres blancs est née à Harbin en Chine. Voyons cela. À Harbin, au nord de la Chine, dans le parc de Sibérie, il y a un nouveau groupe de tigres blancs. Les 5 petits tigros sont nés d'une mère inséminée artificiellement et jusque-là, tout semble bien se passer. Les frères et sœurs sont rares non seulement pour leur quantité, mais aussi pour leur santé apparente et leur résistance. Le tigre blanc est rare, il y en a seulement 30 ou 40 en Chine. Une mère tigre donne généralement naissance à 2 ou 3 tigros à chaque fois. C'est très rare de voir une tigresse porter des quintuplés.
Dans une portée, on trouve seulement un mâle pour 4 femelles. Cela pourrait conforter les efforts pour augmenter le nombre des espèces en général. Une semence mâle peut être réutilisée à plusieurs reprises, mais les femelles fertiles sont plus difficiles à trouver. Entre-temps, la mère tigre suit un régime spécial à base de lait et d'œufs, alimentation qui aide à améliorer sa nutrition pour la naissance et aussi pour s'assurer qu'elle ait les bons nutriments pour sa progéniture. Et tout de suite, après notre courte pause, notre sélection internationale. La crise financière par le Premier ministre letton, le 10e carnaval tropical à Paris, le premier salon international de l'artisanat à Téhéran. Le Premier ministre de Lettonie, Valdis Dombrovskis, vient de publier un livre sur la stratégie lettonne pour surmonter la crise financière de 2008. Nos correspondants belges l'ont rencontré lors de la présentation de ce livre lors du sommet européen à Bruxelles. Il s'est exprimé sur les similarités et les différences entre la situation lettonne et la crise actuelle de la Grèce. Écoutons-le. Vendredi dernier, le Premier ministre de Lettonie, Valdis Dombrovskis, a présenté son livre lors du sommet européen de Bruxelles. Le livre est intitulé « Comment la Lettonie a traversé la crise financière ». Il explique la façon dont le pays a surmonté sa crise financière et économique de 2008 après sa demande d'emprunt international de 7,5 milliards d'euros auprès du Fonds monétaire international et de l'Union européenne. Le Premier ministre Dombrovskis a comparé la situation de son pays avec celle de la Grèce aujourd'hui. Probably one of the difference between Greece and Latvia is that we applied for international loan in late 2008. Une des différences entre la Grèce et la Lettonie est que nous avons demandé un prêt international fin 2008 et fin 2009 avec l'adoption du budget 2010. Nous avons plus ou moins réussi à stabiliser la situation financière et à regagner la confiance des marchés internationaux. La Grèce se trouve actuellement dans un programme depuis plus d'1 an et la confiance dans les marchés est encore plus basse qu'au début du programme. Il est nécessaire d'intensifier ces efforts afin de convaincre les marchés. Le Premier ministre Dombrovskis a donné quelques suggestions sur la façon dont la situation actuelle en Grèce pourrait être gérée. En se basant sur son expérience, un des principaux ingrédients du succès est la rapidité d'exécution. Je pense qu'une des leçons clés que nous avons apprises est qu'il est important d'anticiper l'ajustement budgétaire, d'agir rapidement et hardiment, malgré le fait qu'il y ait à court terme des conséquences potentielles et négatives. Mais si vous agissez rapidement et prenez la plupart des mesures dès le début du programme, cela contribuera à restaurer la confiance et aidera à retrouver la stabilité financière. Il n'y a pas de croissance économique sans stabilité financière. C'est une base pour la reprise économique. Une fois la stabilité financière regagnée, votre économie commencera également à engranger. Cela a pris seulement 2 ans à la Lettonie pour recouvrer sa stabilité économique et financière, après avoir fait la demande d'un prêt de renflouage. NTD News, Bruxelles, Belgique. Rendons-nous maintenant en Corée du Sud où la compétitivité sur le marché de l'emploi pousse les jeunes vers la chirurgie esthétique. En effet, l'apparence personnelle est souvent considérée comme un facteur clé pour obtenir un emploi. Voici un reportage de notre correspondante en Corée du Sud. Miroir, mon beau miroir, qui dans ce royaume est la plus belle? Ou précisément, qui décrochera le prochain emploi? Selon le quotidien Jeongang, le marché du travail reste sombre pour de nombreux jeunes sud-coréens. 8,7% des jeunes restent sans emploi dans ce pays. Nombre d'entre eux pensent que leur apparence personnelle est un facteur clé pour réussir un entretien d'embauche. Plus de 30% des gens qui n'ont pas eu l'emploi espéré après un entretien pensent que cela est dû à leur apparence. Les techniques de chirurgie les plus populaires sont la rhinoplastie, l'opération des paupières, le contour facial et l'effacement des cicatrices. Le Dr Lee opère dans la chirurgie esthétique depuis 25 ans. Il a pu observer le changement des habitudes au cours de ces dernières décennies. Peu d'hommes entreprenaient la chirurgie esthétique auparavant. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus.
Dans un sondage mené par Job Korea, la plus grande crainte des chercheurs d'emploi ne vient pas de leur qualification, mais de leur apparence personnelle. Jae Seo, étudiant à l'université, explique qu'un grand nombre de ses amis pensent à la chirurgie esthétique une fois diplômés. Les étudiants passent par la chirurgie esthétique pour pouvoir décrocher un emploi. C'est une sorte de compétition. Pour survivre, il faut être le plus beau ou avoir la plus belle apparence. Si aucun changement n'intervient sur le marché de l'emploi, de plus en plus de jeunes gens devraient céder à cette tendance. NTD News, Daejeon, Corée du Sud. Lorsque les policiers sont trop occupés ou insuffisants pour assurer la sécurité d'une ville, les civils doivent prendre les choses en main. Un groupe surnommé les Anges Gardiens lutte contre la criminalité dans les rues de New York. Notre correspondante NTD s'est joint à eux pour ce reportage. Il n'y a pas que les héros qui portent une cape. Ces hommes patrouillent dans les rues de New York pour protéger ses habitants. On les appelle les Anges Gardiens et leur mission est de préserver les quartiers et le cyberespace du harcèlement, des gangs et de la violence. La plupart des policiers new-yorkais retraités ne sont pas remplacés. Et depuis 2001, le nombre d'agents employés à New York est passé de 40 000 à 34 000. Des Anges Gardiens se sont portés volontaires pour combler l'écart. Ils ont fait leur preuve en arrêtant des milliers de citoyens et en faisant des interventions fiscales. Dans leur heure de gloire, ils ont contribué à l'arrestation de trafiquants de drogue. C'était dans les années 80, année où le crack était en vogue dans la ville. Nous avons arrêté régulièrement des gens, faisant sortir des vestibules des bâtiments le fardeau des foyers. Ce que j'entends par fardeau, c'est plusieurs milliers de flacons de crack et cocaïne, distribués dans les rues, puisqu'ils étaient les grossistes ravitaillant les revendeurs. Un conseiller municipal encourage les New-Yorkais à s'impliquer dans ce groupe. Quand je parle de s'impliquer, je ne veux pas dire sortir et arrêter un crime en cours. Je veux dire qu'il faut être les yeux et les oreilles de la police. Sortez et rapportez les situations que vous observez. Que ce soit des graffitis ou quelque chose de plus important. Sortez et si vous êtes témoin d'un crime, faites-le savoir. Les Anges Gardiens n'interviennent pas seulement à New York. On peut les trouver patrouillant à travers le monde, dans 138 villes, en Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Linda Nguyen, NTD News, New York. Le 3 juillet, la mairie de Paris a organisé sur les Champs-Élysées le 10e carnaval tropical placé sous le thème de l'outre-mer en scène. La plus belle avenue du monde a accueilli des groupes du monde entier comme la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'océan Pacifique, les Caraïbes et la France. 4 belles heures d'un carnaval haut en couleurs. Voici un reportage de notre correspondante à Paris. À Paris, on aime ses quais, sa tour Eiffel, mais aussi sa 10e édition du Carnaval tropical de Paris qui a pris ses quartiers le 3 juillet 2011 sur les Champs-Élysées. Préparation, installation, maquillage, plus de 20 groupes venant de l'étranger ont fait preuve de savoir-faire en écho à celui des groupes franciliens. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à cet événement festif et populaire. Le public enthousiaste a su apprécier le rythme, la précision et la chorégraphie. C'est sous un soleil radieux que Bertrand Delanoë, maire de Paris, est venu couper le ruban. Invité par l'association Harmony Day, la participation du groupe New Tang Dynasty Television a présenté les costumes chinois de la dynastie Tang. Le carnaval tropical, c'est une parade de mélange de cultures, une palette de costumes multicolores brillant au soleil.
Sous les sons des tambours, les groupes ont défilé pendant 4 heures dans cette plus belle avenue du monde. NTD News France, Véronique Lavessière, Suzanne Durand. Enfin, rendons-nous en Iran, un pays dont les talents artisanaux et traditionnels se trouvent sur la liste de l'UNESCO. Notre correspondant nous a emmenés à Téhéran au premier salon international de l'artisanat pour admirer la fabrication de ces nombreuses formes d'art ancestral. Au mois de juin dernier, des artistes et des artisans du monde entier se sont rassemblés à Téhéran pour présenter leurs travaux lors du premier salon international de l'artisanat d'Iran. Plus de 650 artisans et artistes iraniens et de 15 autres pays ont présenté le fruit de leur travail. On a pu admirer des œuvres en poterie et en céramique, en verre, en chantournage, de la gravure sur bois, de la marqueterie et de la tapisserie, ainsi que des œuvres sur tissu et sur métal. Les visiteurs ont pu apprécier les artistes en train de tisser des matières exotiques telles que le cachemire ou la soie brodée d'or, et également apprendre l'usage des outils traditionnels sur bois. Un autre domaine important de l'artisanat iranien présenté sur ce marché est appelé toruti. Cette technique consiste à graver différents motifs avec une pointe et un marteau sur un support métallique, comme l'or, l'argent ou le cuivre. Le commerce artisanal iranien remonte à des milliers d'années et des artistes aujourd'hui continuent d'utiliser des matériaux et des méthodes traditionnelles. Les motifs et les décors trouvent leur origine au cœur des mythes et des traditions. L'Iran fait partie de ces quelques pays dont l'artisanat a été reconnu et honoré par l'UNESCO, l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies. Ces dernières années, l'UNESCO a décerné 116 prix aux différentes formes de l'artisanat iranien. NTD News, Téhéran. Et c'est ainsi que nous fermons cette édition. C'est avec plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour davantage d'informations. Au revoir.